Quand Plus belle que Fée se vit ainsi seule, elle prit les plumes et la cire, et les accommodant fort mal, après avoir travaillé très inutilement, elle tourna sa pensée vers Frat. « Si vous m'aimiez, dit-elle, vous viendriez encore à mon secours. » À peine eut-elle achevé le dernier mot qu'elle le vit devant ses yeux, plus beau 1000 fois que la nuit dernière. Le grand jour lui était fort avantageux. « Doutez-vous de mon amour ?» lui dit-il. « Est-il rien de difficile pour qui vous aime ?» Lors, il la pria d'ôter une partie de ses habits, et ayant pris sa récompense ordinaire, qui était un baiser sur sa main, il se transforma tout d'un coup en aigle. Elle eut quelque chagrin de voir changer ainsi cette aimable figure qui, se mettant à ses pieds en étendant les ailes, lui fit aisément comprendre son dessein. Elle se baissa sur lui, et serrant son col superbe avec ses beaux bras, il s'éleva doucement en haut. On ne saurait dire qu'elle était le plus content, ou d'elle d'éviter la mort en exécutant les ordres qu'on lui avait donnés, ou lui d'être chargé d'un fardeau si précieux. Il la porta doucement au haut du mont, où elle entendit une agréable harmonie de 1000 oiseaux qui vinrent rendre hommage au divin oiseau qui l'avait porté. Le haut de ce mont était une plaine fleurie, entourée de beaux cèdres, au milieu desquels était un petit ruisseau qui roulait ses eaux argentées sur un sable d'or semé de diamants brillants. Plus belle que Fée se courba sur le genou, et, avant toute chose, elle mit dans sa main de cette eau précieuse et en but. Après, elle remplit son vase, et se tournant vers son aigle, « Ah, dit-elle, que je voudrais que Désir eût de cette eau !» À peine eut-elle dit cette parole que l'aigle vola en bas, prit une des pantoufles de Plus belle que Fée, et revenant, il puisa de l'eau dedans et en alla porter à la princesse Désir au bord de la mer, où elle était inutilement occupée à écrire sur la reine. L'aigle revint trouver Plus belle que Fée et reprit sa belle charge. « Hélas, dit-elle, que fait Désir? Mettez-nous ensemble. » Il lui obéit. Ils la trouvèrent écrivant toujours, et à mesure qu'elle écrivait, une onde venait qui effaçait ce qu'elle avait écrit. « Quelle cruauté, dit cette princesse à Plus belle que Fée, d'ordonner ce qu'on ne peut faire. Je juge à l'étrange monture que je vous vois que vous avez réussi. » Plus belle que Fée descendit, et touchée du malheur de sa compagne, elle prit ainsi la parole en se tournant vers son amant. « Faites-moi voir votre toute-puissance. » « Ou plutôt, mon amour, » répartit ce prince, en reprenant sa forme ordinaire. Désir, voyant la beauté et les grâces de sa personne, fit briller de la surprise et de la joie dans ses yeux. Plus belle que Fée en rougit, par un mouvement dont elle ne fut pas maîtresse, et se mettant devant lui, pour le cacher à sa compagne, « Faites ce qu'on vous dit, continua-t-elle, avec une inquiétude charmante. » Frat connut son bonheur, et voulant terminer promptement sa peine, « Lisez, lui dit-il, en disparaissant plus vite qu'un éclair. » Au même instant, une vague vint se briser aux pieds de Plus belle que Fée, et, en s'en retournant, laissa voir une table d'airain, aussi enchâssée dans l'arène que si elle y eût été de toute éternité, et comme y devant demeurer jusqu'à la fin du monde, et à mesure qu'elle la regardait, elle apercevait des lettres qui se formaient profondément gravées, qui composaient ces vers. La foi des vulgaires amants, leur ardeur et tous leurs serments ne s'écrivent que sur la reine. Mais ce qu'on sent pour vos beaux yeux, en caractères d'astre est écrit dans les cieux, qui voudrait l'effacer, la peine en serait vaine. « Je le comprends, » s'écria Désir. « Qui vous aime vous doit toujours aimer, que votre aimable amant sait bien exprimer sa tendresse. » Et lors, elle embrassa Plus belle que Fée, qui, dissipant entre ses bras sa confusion sur la petite jalousie dont elle venait d'avoir, l'avoua à son amie sur la guerre qu'elle lui en fit, et toutes deux satisfaites de leur amitié, s'abandonnèrent à la douceur d'un entretien agréable et plein d'amitié.
La reine Naboth envoya au pied du mont pour savoir ce que Plus belle que Fée serait devenue. On trouva les plumes éparses et une partie de ses habits. On jugea qu'elle était écrasée, comme on le désirait. Dans cette pensée, les fées coururent au bord de la mer. Elles s'écrièrent à la vue de la table d'airain et furent épouvantées d'apercevoir les deux princesses qui se jouaient tranquillement sur la pointe d'un rocher. Elles les appelèrent. Plus belle que Fée donna son eau de vie immortelle et riait tout doucement avec désir de la fureur de ces fées. La reine n'entendait pas raillerie. Elle connut qu'un art aussi grand que le sien les assistait, et sa rage en crut à tel point que, sans hésiter, elle conclut leur ruine totale par la dernière et la plus cruelle des épreuves. Désirs furent condamnés à aller le lendemain à la foire des temps, chercher le phare de jeunesse, et Plus belle que Fée de se rendre dans la forêt des merveilles pour prendre la biche aux pieds d'argent. La princesse Désir fut conduite dans une grande plaine, au bout de laquelle était un bâtiment prodigieux, tout partagé en salles et en galeries pleines de boutiques si superbes qu'il n'y a pour y trouver une comparaison qu'à se souvenir des magnifiques banquets de Marly. À chacune de ces boutiques, il y avait de jeunes et d'agréables fées, et auprès d'elles, pour les aider, les personnes qu'elles aimaient le mieux. Aussitôt que Désir parut, ses agréments charmèrent tout le monde. Elle prit possession de tous les cœurs. Aux premières boutiques où elle s'adressa, elle fit grande pitié en demandant le phare de jeunesse. Aucun ne lui voulut dire où il se trouvait, parce que quand ce n'était pas une fée qui le venait chercher, il désignait un supplice pour la personne qui était chargée de cette dangereuse commission. Les bonnes fées disaient à Désir qu'elle s'en retourna et qu'elle ne demanda plus ce qu'elle cherchait. Elle était si belle qu'on courait au-devant d'elle au lieu où elle passait. Son malheur la mena à la boutique d'une mauvaise fée. À peine eut-elle demandé le phare de jeunesse de la part de la reine des fées que, lui lançant un regard terrible, elle lui dit qu'elle l'avait et qu'elle lui donnerait le lendemain, et lui commanda de passer dans une chambre pour attendre qu'il fût préparé. Mais on la mena dans un lieu ténébreux et puant, où elle ne voyait goutte. Elle fut atteinte de quelque terreur. « Ah, dit-elle, aimable amant de Plus belle que Fée, hâtez-vous de me secourir, ou je suis perdue. » Il fut sourd à sa voix, ou dans l'impossibilité d'agir dans ce lieu comme il avait fait dans les autres. Désir se tourmenta une partie de la nuit, elle dormit l'autre, et se sentit réveillée par une agréable fille qui lui vint dire, en lui portant un peu de nourriture, que c'était de la part du favori de la fée sa maîtresse, qui était résolue de la secourir. Qu'elle serait heureuse si cela était, parce que la fée avait envoyé chercher un méchant esprit, afin qu'il vînt lui souffler au nez de la laideur, et qu'en cet état difforme et plein d'ignominie, elle la renverrait à la reine des fées, afin qu'elle servît au triomphe de ses ressentiments. La princesse Désir pensa mourir de frayeur à cette menace de perdre tout d'un coup tous ses charmes, et elle souhaita de mourir. Son tourment était horrible. Elle se promenait à tâtons dans sa noire demeure quand on la prit par le bras. Elle sentit en son cœur une émotion fort douce. On la mena vers un peu de lumière, et quand sa vue fut rassurée, elle l'eut frappé d'un objet de tous le plus charmant. Elle reconnut ce cher prince qui l'aimait tant et de qui on l'avait séparé la veille de ses noces. Ses transports et sa joie furent extrêmes. « Est-ce vous ?» lui dit-elle 100 fois. Enfin, quand elle en fut bien persuadée, oubliant tous ses malheurs présents, « Mais est-ce vous qui êtes le favori de cette malheureuse fée ?» continua-t-elle. « Est-ce avec ce beau titre que je vous vois ?»« N'en doutez point, » lui répondit-il, « et nous lui devrons la fin de nos peines et notre bonne fortune. » Alors, il lui conta qu'au désespoir de son enlèvement, il était allé trouver un sage qui lui avait appris où elle était et qu'il ne la recouvrerait jamais qu'au royaume des fées, qu'il lui avait donné le moyen de le trouver, mais qu'il avait été arrêté d'abord par cette cruelle fée qui était devenue amoureuse de lui, que,
Suivant le conseil de son sage, il l'avait amusé, et que par sa douceur, il s'était bien rendu maître de son esprit, qu'il gardait tous ses trésors, et qu'il était ministre de toutes ses volontés. Qu'elle venait de partir pour un voyage de 6000 lieues, qu'elle ne reviendrait de 12 jours, qu'ainsi il fallait se sauver, qu'il allait dans son cabinet prendre une partie de la pierre de l'anneau de Gygès, qu'elle le mettrait sur elle, qu'ainsi, étant invisible, elle passerait partout, que pour lui, il pouvait se montrer librement. « N'oubliez pas, lui dit-elle, le phare de jeunesse. J'en veux mettre et en donner à une compagne que j'ai. » Le prince rit. « Où irons-nous » continua-t-elle. « Chez la reine des fées, » reprit-il. « Non, pas cela, s'écria-t-elle. Nous y péririons. Le sage qui me conseille, poursuivit-il, m'a dit de vous ramener au dernier lieu d'où vous seriez parti, si je voulais être assuré de mon bonheur. Il ne m'a jamais menti en quoi que ce soit. »« À la bonne heure, » dit Désir. « Allons donc. » Le prince lui donna une précieuse boîte dans laquelle était le phare de jeunesse. Et dans l'envie de paraître plus belle aux yeux de son amant, elle s'en frotta précipitamment tout le visage, oubliant qu'elle était invisible par la pierre qu'il lui avait donnée. Elle le prit sous le bras. Ils traversèrent de la sorte toute la foire et furent ainsi jusqu'auprès du palais de la reine. Là, le prince reprit la pierre de Gygès. L'aimable Désir se montra, et il se rendit invisible au grand regret de la princesse qu'il prit sous le bras à son tour, et ils se rendirent devant Naboth et sa cour. Toutes les fées se regardèrent avec un merveilleux étonnement en voyant Désir de retour avec le phare de jeunesse, et la reine fronçant le sourcil. « Qu'on la garde sévèrement, dit-elle, nos adresses sont vaines, il faut la faire mourir, sans y plus chercher tant de façons. » Voilà l'arrêt prononcé. Désir en trembla de crainte. Son amant la rassura autant qu'il le put. Mais revenons à Plus belle que Fée. On l'avait conduite jusque dans la forêt des merveilles. Et voici le sujet pourquoi on l'exposait à courir la biche aux pieds d'argent. Il y avait eu autrefois une reine des fées qui avait succédé naturellement à ce grand titre. Elle était belle, bonne et sage. Elle avait eu plusieurs amants, dont l'amour et les soins se perdaient auprès d'elle. Uniquement occupée à protéger la vertu, elle ne s'amusait point à écouter les soupirs des amants. Elle en avait un que ses rigueurs rendirent le plus malheureux, parce qu'il l'aimait mieux qu'aucun autre. Un jour, voyant qu'il ne pouvait la fléchir, il lui protesta dans son désespoir qu'il se tuerait. Elle ne fut point émue de cette menace et la considéra comme une de ces folies dont l'esprit est souvent atteint, mais qui ne passerait pas plus avant. Cependant, elle sut quelque temps après qu'il s'était précipité dans la mer. Un sage qui avait élevé ce jeune homme se plaignit aux intelligences suprêmes, et la chaste fée fut condamnée à être biche 100 ans durant pour faire pénitence de sa rigueur. Excepté qu'une beauté accomplie, qui voudrait s'exposer à la courir durant 10 jours dans la forêt des merveilles, pourrait la prendre et lui redonner sa première forme. Il y avait déjà près de 40 ans qu'elle passait ainsi transformée. Au commencement, plusieurs beautés s'étaient risquées pour tenter une si belle aventure et qui promettait tant de gloire. Chacune croyait être la plus heureuse. Mais comme elle se perdait, et qu'au bout de 10 jours on n'en entendait plus parler, cette ardeur s'était refroidie, et l'on ne voyait plus depuis très longtemps aucune belle qui s'offrit, de manière que celle qu'on y conduisait depuis n'y allait que par l'ordre des fées, pour les abandonner à une perte assurée. C'était aussi pour se défaire de Plus belle que Fée qu'on l'emmena dans la forêt des merveilles. On lui donna une légère provision de vivres, pour la forme seulement, un cordon de soie à la main avec un nœud coulant pour arrêter la biche. Voilà tout son équipage de chasse. Elle mit ce qu'on lui donna au pied d'un arbre, et quand elle se vit seule, elle porta sa vue dans cette vaste forêt
où elle n'aperçut, dans ce profond silence et dans cette solitude, qu'un objet de désespoir. Elle voulut demeurer au bord de la forêt et ne s'engager pas plus avant, et pour se reconnaître, elle marqua l'endroit d'où elle partait. Mais qu'elle était abusée! On était toujours égaré dans cette forêt sans en pouvoir sortir. Elle aperçut dans une route la biche au pied d'argent qui marchait gravement. Elle alla après elle avec son cordon à la main, croyant la prendre. Mais la biche, se sentant poursuivie, courait et de temps en temps s'arrêtant, elle tournait la tête vers Plus belle que Fée. Elles furent ensemble tout le jour sans s'approcher, et la nuit les sépara. La pauvre chasseuse se trouva très lasse et avait beaucoup faim. Mais elle ne savait plus où était la petite provision qu'on lui avait donnée, et de repos, elle n'en pouvait prendre que sur la terre dure. Elle se coucha donc sous un arbre bien tristement. Elle ne put dormir de longtemps. Elle avait peur. La moindre chose l'épouvantait. Une feuille qui s'agitait la faisait frémir. Elle tourna, dans cet état misérable, sa pensée vers son amant, et l'appela plusieurs fois, et voyant qu'il lui manquait dans un si grand besoin, « Ah, dit-elle, en répandant quelques larmes, Frat, Frat, vous m'abandonnez ?» Elle commençait à s'endormir quand elle sentit quelque agitation sous elle. Et il lui sembla qu'elle était dans le meilleur lit du monde. Son sommeil fut si long sans être interrompu. Elle fut réveillée le matin par le chant de 1000 rossignols, et tournant ses beaux yeux, elle se vit à 2 pieds de terre. L'herbe avait poussé sous son beau corps et avait pris la vertu de faire une couche délicieuse. Un grand oranger jetait ses branches sur elle pour lui servir de pavillon. Elle était couverte de ses fleurs. À côté d'elle, 2 tourterelles lui annonçaient, par leur amour, ce qu'elle devait espérer de celui de Frat. La terre était tout autour recouverte de fraises et de toutes sortes des plus excellents fruits. Elle en mangea et se trouva aussi rassasiée et aussi forte que si c'eût été des meilleures viandes. Un ruisseau qui coulait tout près servit à la désaltérer. « Oh, soin de son amant !» s'écria-t-elle quand elle se trouva satisfaite. « Que vous m'étiez nécessaire ! Je ne murmure plus. Mais ne me donnez pas tant, et montrez-vous !» Elle l'eût poursuivi si elle n'eût aperçu la biche au pied d'argent qui était sur son cul et qui la regardait tranquillement. Elle crut à cette fois la tenir et lui présenta d'une main une poignée d'herbe et de l'autre elle tenait son cordon. Mais la biche s'éloigna à petits bonds et quand elle avait un peu couru, elle s'arrêtait et la regardait. Elles firent cet exercice toute la journée. La nuit vint et elle se passa comme l'autre. Le réveil fut pareil au premier, et 4 jours et 4 nuits se passèrent dans la même façon. Enfin, la 5e matinée, Plus belle que Fée, en ouvrant les yeux, crut voir une clarté plus brillante que celle du jour, quand elle aperçut dans les yeux de son amant tout l'amour qu'elle lui avait inspiré. Il était assis auprès d'elle et baisait le bout de son pied. Sa présence et son action respectueuse lui plurent fort. « C'est donc vous ?» lui dit-elle. « Si je ne vous ai point vu tous ces jours-ci, j'ai au moins reçu des marques de votre bonté. » « Dites de mon amour, Plus belle que Fée, reprit-il. Ma mère se doute que c'est moi qui vous assiste. Elle m'a gardé. Je m'échappe un moment par le moyen d'une fée de mes amis. Adieu, je viens seulement vous rassurer. Vous me verrez ce soir, et si fortune le veut, demain nous serons heureux. » Il s'en va, et elle courut encore toute la journée. Quand la nuit fut venue, elle aperçut auprès d'elle une petite lumière qui suffisait pour lui faire reconnaître son amant. « Voilà ma baguette allumée, dit-il. Mettez-la devant vous et allez, sans vous effrayer, partout où elle vous conduira. Lorsqu'elle s'arrêtera, vous rencontrerez un grand amas de feuilles sèches. Mettez-y le feu, entrez dans ce lieu que vous verrez, et si vous y trouvez la dépouille de quelque bête, brûlez-la. Les astres, nos amis, feront le reste. Adieu. » Plus belle que Fée aurait bien voulu recevoir une plus ample instruction,
Mais voyant qu'il n'y avait plus de remède, elle posa devant elle la baguette, qui lui montra le chemin. Elle marcha près de 2 heures, assez ennuyée de ne faire que cela. Elle s'arrêta enfin et effectivement, elle aperçut un grand amas de feuilles sèches, auquel elle ne manqua pas de mettre le feu. La clarté fut bientôt si grande qu'elle put remarquer une assez haute montagne, où elle aperçut une ouverture à demi cachée dans des broussailles. Elle les écarta avec sa baguette et entra dans un lieu obscur. Mais un peu après, elle se trouva dans un grand salon orné d'une admirable architecture, éclairé de plusieurs lumières. Mais ce qui la frappa de quelque étonnement, ce fut de voir les peaux de plusieurs bêtes sauvages et terribles, pendues à des crochets d'or, qu'elle prit d'abord pour les bêtes mêmes. Elle détourna les yeux avec quelque horreur et les arrêta sur le milieu du salon où il y avait un beau palmier et sur une de ses branches la peau de la biche aux pieds d'argent. Plus belle que fée fut ravie de la voir, et la prenant avec sa baguette, elle la porta promptement dans le feu qu'elle avait allumé à l'entrée de l'antre. Elle fut consumée au même instant, et rentrant toute joyeuse dans le salon, elle pénétra dans plusieurs magnifiques chambres. Elle s'arrêta dans une, où elle vit sur les tapis de Perse plusieurs petits lits dressés, et un plus beau que tous les autres sous un pavillon de drap d'or. Mais elle n'eut pas le loisir de considérer longtemps une chose qui lui paraissait si singulière. Elle entendit de grands éclats de rire et parlait fort haut diverses personnes. Plus belle que fée tourna ses pas de ce côté-là. Elle entra dans un lieu merveilleux où il y avait 15 jeunes personnes d'une beauté divine. Elle ne les surprit pas moins qu'elle fut surprise. L'excellence de sa personne les charma toutes, et il se fit en elle une suspension de tous leurs sens. Un silence attentif avait succédé à des cris d'admiration. Mais une de ces belles personnes, et plus belle que toutes les autres, s'avança d'un air riant et gai vers notre charmante princesse. « Vous êtes ma libératrice, lui dit-elle. Je n'en saurais douter. Nulle personne n'entre ici qui ne soit revêtue de la peau d'un de ces animaux que vous avez vus à l'entrée de cette caverne. Ça a été le sort de toutes ces belles personnes que vous voyez auprès de moi. Après 10 jours de course inutile pour me prendre, elles étaient changées en autant d'animaux durant le jour, et la nuit, nous reprenons nos figures humaines. Et vous, charmante princesse, si vous ne m'eussiez délivrée, vous auriez été changée en lapin blanc. »« Un lapin blanc » s'écria Plus belle que fée. « Ah, madame, il vaut mieux que j'aie conservé ma forme ordinaire, et qu'une si merveilleuse personne que vous ne soit plus biche. »« Vous nous rendez à toutes notre liberté, » reprit la fée. « Passons joyeusement le reste de la nuit, et demain nous irons au palais remplir toute la cour d'étonnement. » On ne saurait exprimer l'allégresse dont retentissait cette charmante demeure, et le ravissement où toutes ces belles personnes étaient allées jouir de la douceur de revivre, pour ainsi dire. Elles étaient toutes dans le même âge auquel elles avaient commencé leur course dans la forêt des merveilles, et la plus âgée n'avait pas 20 ans. La fée voulut se mettre au lit pour 3 ou 4 heures. Elle fit coucher Plus belle que fée avec elle et désira savoir son aventure. Elle la lui conta d'un ton de voix si touchant, son discours était si simple et si plein de vérité, qu'elle l'engagea sans réserve à servir ses amours et à la rendre heureuse. Elle n'oublia pas de lui parler de désir, et d'abord la fée lui fut favorable. Elles s'endormirent après un entretien assez long, et qu'elles interrompaient agréablement par les charmantes caresses qu'elles se faisaient. Le lendemain, elles prirent tout le chemin du palais, voulant surprendre agréablement les fées. Elles quittèrent sans regret la forêt des merveilles et arrivèrent sans bruit au palais. Quand elles furent près de la dernière cour, elles ouïrent 1000 sons harmonieux qui composaient une excellente musique.
« Voici quelque fête, dit la fée. Nous arrivons à propos. » Et avançant, elles trouvèrent cette cour toute remplie d'une foule incroyable. La fée la fit ouvrir et passa avec sa troupe. Les premiers qui la connurent poussèrent des cris jusqu'au ciel, et bientôt on sut le sujet d'une si grande joie. Mais en avançant toujours, elle fut frappée par un étrange spectacle. Elle vit une jeune fille plus charmante que les grâces et faite comme Vénus, qui était attachée à un poteau près d'un bûcher où apparemment on l'allait brûler. Plus belle que fée fit un grand cri, reconnaissant Désir, mais elle fut bien surprise quand au même moment elle ne la vit plus, et qu'il apparut en sa place un jeune homme si beau et si bien fait qu'on ne pouvait se lasser de le regarder. À cette vue, Plus belle que fée fit encore un cri plus grand, et courant sans garder nulle mesure, se jeta à son cou en disant 1000 fois « C'est mon frère !» C'était son frère aussi qui était cet heureux amant de la princesse Désir et qui, craignant qu'on ne la fît mourir, venait de lui donner la pierre de Gygès pour la soustraire à la cruauté de la reine Naboth. Il s'était ainsi par ce moyen découvert. Le frère et la sœur se donnaient sans témoignage de tendresse. L'invisible désir y mêlait les siens, et sa voix se faisait entendre quand son corps ne paraissait pas, tandis que toutes les fées, dans un étonnement sans pareil, donnaient en 1000 manières différentes d'éclatantes marques de leur joie de revoir leur vertueuse reine. Les bonnes fées venaient se jeter à ses pieds, lui baiser la main et ses habits. Elle pleurait, elle perdait la parole. Chacune s'exprimait selon son caractère. Les mauvaises fées ou les partisanes de Naboth faisaient aussi les empressés, et la politique donnait un air de sincérité à leurs fausses démonstrations. Naboth elle-même, au désespoir de ce retour, se contraignit avec un art dont elle seule était capable. Elle voulait d'abord céder son pouvoir à la véritable reine, qui, d'un air grave et majestueux, demanda pourquoi la jeune fille qu'elle avait vue méritait un pareil supplice, et depuis quel temps on solennisait une mort cruelle par des fêtes et des jeux. Naboth s'excusait fort mal, et la reine l'écoutait impatiemment, quand l'amant de Désir, prenant la parole, « On punit cette princesse, dit-il, parce qu'elle est trop aimable. On tourmente de même la princesse ma sœur. Elles sont nées toutes deux telles que vous les voyez. » Il pria alors sa maîtresse d'envelopper la pierre de Gygès, et elle parut. Désir, reparaissant, charma tout ce qu'elle vit. « Elles sont belles, poursuivit-il. Elles ont 1000 vertus qu'elles ne tiennent point d'effet. Voilà ce qui les soulève et les oblige à les persécuter. Quelle injustice de vouloir étendre un pouvoir tyrannique sur tout ce qui ne dépend point de vous. » Le prince se tut. La reine se tourna vers l'assemblée d'un air agréable. « Je demande, leur dit-elle, qu'on me donne ces 3 personnes. Elles auront le sort le plus heureux que les mortels puissent avoir. Je dois assez à Plus belle que fée, et je récompenserai ce qu'elle a fait pour moi par le bonheur le plus constant. »« Vous régnerez, madame, poursuivit-elle en se tournant vers Naboth. Cet empire est assez grand pour vous et pour moi. Allez dans les belles îles qui vous appartiennent. Laissez-moi votre fils. Je l'associe à mon pouvoir, et je veux qu'il épouse Plus belle que fée. Cette union nous réconciliera tous. » Naboth enrageait de tout ce qu'ordonnait la fée. Mais quoi? Elle n'était pas la plus forte. Elle n'avait qu'à obéir. Elle allait faire de mauvaise grâce quand on vit arriver le beau Phraates, suivi d'une galante jeunesse qui composait sa cour. Il venait rendre ses hommages à la reine et se réjouir de son retour. Mais en passant, il attacha sa vue sur Plus belle que fée et lui fit voir, par des regards passionnés, que c'était son premier devoir. La reine l'embrassa et lui présenta Plus belle que fée, le priant de la recevoir de sa main. Il ne faut pas demander s'il obéit avec joie, s'écriant avec transport « Dieu des amants, vous payez la constance de 1000 travaux amoureux. Vous allez devenir, pour combler tous mes vœux, mon plaisir et ma récompense. »
Les 2 mariages se célébrèrent dès le même jour. Ils furent si heureux qu'on dit que ce sont les seuls époux qui ont gagné la vigne d'or, et que ceux dont on a parlé depuis n'ont été que des idées. Ainsi, la vertu triomphe des malheurs qu'on lui suscite. L'envie et la jalousie ne servent qu'à la faire briller, et souvent la justice du ciel permet qu'elle soit heureuse. Il est une destinée qui veille à la conduite des hommes et qui leur fait surmonter tout ce que l'on veut opposer à leur bonheur. Naissez sous un astre prospère, sans être façonné par l'art. Tout vous réussira, la plus cruelle affaire se rendra bonne un jour par un coup du hasard. La fortune un temps nous accable, mais c'est après pour nous mieux assister. Le bonheur se fait bien goûter à qui se ressouvient d'un état misérable. Mauvaise fée étale son pouvoir, à la vertu toujours elle fait des obstacles. Fée en ce temps se fait encore voir, mais on ne voit plus de miracle.